Bonjour, bienvenue sur la chaîne YouTube de Transition Énergie. Bonjour, bonjour. Et je vous remercie, Charles, d'être à nouveau avec nous. Je suis très méritant parce qu'il fait un temps de cochon dehors. Oui, exactement. Vous avez traversé les intempéries pour venir enregistrer cette émission et je vous en suis encore plus reconnaissant. Et nous allons parler aujourd'hui d'énergie, évidemment, mais d'énergie et d'Europe Oui. pour, on va dire, deux raisons. Il y en a encore beaucoup d'autres. Mais d'abord, tout simplement parce qu'on approche à grands pas des élections européennes. Ça, c'est une première chose. Et pour une fois, il va peut-être être intéressant de voter. Parce qu'on on peut peut-être se débarrasser de tous ces corneaux. D'habitude, on n'avait pas le moindre espoir. Mais là, allez voter parce qu'on ne sait jamais, on pourrait les virer. On va voir. Et deuxièmement, parce qu'il me semble qu'en matière d'énergie, on va dire les difficultés de l'Europe, pour être gentil, ou les errements européens, sont un cas d'école. C'est-à-dire qu'on a l'Europe qui a une importance assez importante dans les politiques énergétiques, qui est à l'origine, on va dire, de contraintes imposées à toutes les politiques énergétiques des différents États. Donc, l'obligation d'aller vers les renouvelables, l'obligation de réduire les émissions de gaz à effet de serre, l'obligation de passer vers les véhicules électriques. Je ne veux pas dire que tout ça est forcément négatif, mais en tout cas, voilà. Et par ailleurs, pour autant, quand on regarde le paysage énergétique en Europe, il n'y a aucun pays qui est comparable à un autre. Donc, on impose les mêmes règles, les mêmes normes, on essaye de créer de la cohérence à des états on va dire de la production énergétique et de la consommation énergétique dans les différents pays qui n'ont strictement rien à voir. Entre le mix énergétique en France, le mix énergétique en Allemagne, le mix énergétique en Italie ou le mix énergétique en Pologne, si vous voulez, on est à des années-lumière à chaque fois. Et le résultat de tout ça, c'est qu'on paye de plus en plus cher l'énergie et qu'on se désindustrialise de plus en plus vite et qu'on s'appauvrit. Comment vous expliquez ce qu'on pourrait considérer comme une espèce d'aveuglement, sachant que la logique n'est pas forcément contestable en tant que telle, mais le résultat est extrêmement mauvais. Ah bah c'est une bonne question, ça. Si je pouvais répondre, je me présenterais aux élections, il n'y a pas le moindre doute. Eh ben, Mais pourquoi pas? pourquoi pas? Alors, remarquez, je ne ferais pas plus mal qu'eux. Si on ne sait jamais, parce que je retire ce que j'ai dit, parce que sans doute je ferais plus mal qu'eux. Mais la réponse est assez simple, c'est un désir forcené de gouverner par le sommet. Tous les gens sérieux qui travaillent, qui ont fait des choses, sont partisans plutôt de ce qu'on appelle la subsidiarité. Tout ce qui peut être fait en bas est fait en bas. Et puis si on n'y arrive pas, on monte à l'échelle de la paroisse. Et puis si ça ne marche pas, bah, là, on passera à l'échelle de l'évêché. Puis on montera peut-être jusqu'à le primat des Gaules. Et puis enfin, on ira peut-être terminer à Rome si on ne peut pas faire autre chose. C'est comme ça que les usines fonctionnent depuis 20 siècles. Et c'est la bonne raison, parce que comme ça, bah, au sommet, on traite que les problèmes. Et puis on a les bons échelons pour l'Europe, hein, puisqu'on voilà, au lieu de finir à Rome, on finit à Bruxelles. On finit à Bruxelles, mais c'était la même idée. Et puis, à peu près au moment avec Delors, Trichet, etc., quand l'Allemagne s'est réunifiée, on a décidé qu'il fallait faire une Europe puissance, et non plus une Europe diversité, une Europe où on était libre. On a essayé de passer à une Europe puissance, parce que les hauts fonctionnaires français trouvaient que la France était un peu petite pour leur talent, quoi. Donc ils avaient besoin d'exercer leur talent sur quelque chose d'un peu plus large, quoi. Et on se retrouve maintenant avec des gars qui veulent nous faire le lit de Procus, comme toujours ces corneaux du sommet. C'est-à-dire que si vous avez des jambes trop longues, on vous les coupe. Si vous avez des jambes trop courtes, on vous les allonge avec des chevaux. Et ça marche jamais. Donc les machins où tous les problèmes sont appelés au sommet, ça se pète toujours la gueule. C'est pas possible autrement. Donc ce qui est étonnant, c'est que ça prenne aussi longtemps. Ça prouve à quel point on était riche, quoi. Et alors, comment se fait-il qu'on tienne pas compte de nos erreurs? On peut prendre l'exemple de ce qui s'est passé en 2022. Donc, il y a une crise énergétique majeure, on va dire pour 2-3 raisons. La première, c'est que l'Europe... On s'est fâché avec la Russie. On s'est fâché avec la Russie. L'Europe est extrêmement dépendante des importations, notamment d'énergie fossile, de gaz russe. On en a eu beaucoup moins du jour au lendemain, et ça nous a créé tout un tas de problèmes. Donc, voilà. Donc, ça veut dire qu'on n'avait pas pris en compte... Et l'Allemagne avait fermé toutes ses centrales. Les questions de souveraineté. L'Allemagne a fermé en compte toutes ses centrales nucléaires. Donc, les prix de l'énergie ont explosé. Et la façon dont les prix sont fixés en Europe, notamment les prix de l'électricité, est absolument étonnante, on va dire ça comme ça, puisqu'il est fixé encore le prix de l'électricité, notamment de gros, sur dernier entrant sur le marché, en l'occurrence comme c'était le gaz, donc les prix ont explosé. Donc, comment se fait-il que ces règles qui dysfonctionnent,
que cette stratégie qui consistait à se mettre entre les mains d'un exportateur plutôt que de diversifier, etc., on n'a pas cherché à changer, puisqu'on est passé donc d'une dépendance vis-à-vis du gaz russe à une dépendance au gaz américain et au gaz qatari, et au gaz qatari, et qui est plus cher. Et qui est plus cher. Je crois que vous faites une erreur intellectuelle considérable. Que je vais Ce ne serait pas la première. Ce ne serait pas la première, mais que je vais essayer de vous expliquer parce que je suis d'une nature charitable. Vous pensez que la plupart des gens qui nous gouvernent en Europe, etc., cherchent le bien commun, cherchent à ce que les gens soient heureux, que les affaires marchent bien, etc. Mais ce n'est pas du tout leur but. Leur but, c'est d'être ceux qui distribuent les tickets de rationnement. Si vous organisez une société où tout le monde est en pénurie, eh bien, à ce moment-là, c'est les rois du pétrole, puisque c'est eux qui distribueront les tickets de rationnement. Donc, vous partez du principe qu'ils cherchent à faciliter la vie des gens, mais comme ils sont dans ce processus de déclin, dans un processus de décroissance, dans un processus de baisse du niveau de vie, de baisse du niveau de l'électricité, ils font tout pour que ça ne marche pas. Et ils y arrivent très bien. Je trouve que vous êtes très sévère avec eux. Ce n'est pas une bonne recette pour se faire réélire. Alors, ce que vous pouvez me dire, c'est que les fonctionnaires de Bruxelles ne se font pas élire ou réélire, donc ils n'en ont strictement rien à faire. En revanche, les gouvernements, ça peut les intéresser tout de même. Mais les petits hommes gris partout, mais il n'y a personne qui est élu à Bruxelles, quoi. Non. Il n'y a personne. Ils font semblant d'avoir un parlement, mais qui n'est pas maître de son ordre du jour, ce qui est tout décidé par la Commission. Donc, on nous a fait une espèce de théâtre d'ombre, et maintenant, on va remplacer... ce que De Gaulle appelait les fromages blancs, les ventres mous, du centre mou, vous savez, qui était à Bruxelles, qui était tranquille. On va les remplacer par le Rassemblement national, qui ne va rien changer, puisqu'il n'est pas mettre de l'ordre du jour, rien du tout. Mais donc, je crois que l'erreur fondamentale que vous faites, c'est que vous pensez qu'ils voudraient qu'on ait une énergie sûre et abondante. Parce que ils veulent pas. À la base, il n'y a pas de prospérité sans une énergie abondante. Mais ils veulent pas la prospérité. Ils veulent pas la prospérité. Ils veulent regarder. Ils vous disent, on va baisser la consommation d'énergie de 30% en Europe dans les 30 ans qui viennent. Ben, vous savez que ça veut dire une baisse du niveau de vie de 50%. Et ils vous disent, d'ailleurs, les vieux, il va falloir les piquer, hein. Parce que moi, j'ai 80 balais, je trouve pas ça enthousiasmant, hein. Ah, moi, j'ai toujours dit... je suis un tout petit peu plus jeune que vous, mais pas beaucoup plus. Je ne trouve pas ça enthousiasmant non plus. Moi, le seul où ça m'enthousiasmerait, c'est s'il piquait Attali. Mais enfin, ça, c'est une question personnelle, parce que c'est lui qui est responsable de cette politique. Donc, regardez ce qui est voté. C'est l'euthanasie. Ils votent pour l'euthanasie. Ils votent pour mettre l'avortement dans la Constitution. Ils veulent nous faire mourir. Moi, je trouve ça absolument extraordinaire. Philosophiquement, c'est une glissade vers la mort accélérée. Alors, pourtant, il y a quand même une contradiction, si on en reste à cela, qui est que quand il y a des révoltes, donc on a vu celle des Gilets jaunes, qui est en partie liée aux questions, en grande partie liée, en tout cas à son origine, aux questions d'énergie. Vous regardez aussi un peu partout en Europe, vous avez la révolte paysanne. Voilà, exactement. Vous aviez eu, si on remonte un peu dans le temps, les bonnets rouges en Bretagne, c'était aussi lié à l'histoire des quotas, donc à l'histoire de prix de l'énergie. Vous avez des révoltes, et vous avez des révoltes un peu partout en Europe, ça les inquiète tout de même. Mais ils réussissent toujours. Ce qui veut dire que vous voyez aujourd'hui, il y a une tentative de reflux ou une tentative de faire un peu plus attention aux conséquences de ce qu'on impose en matière de transition énergétique. Aux conséquences sociales, on va dire. Hein. Je dirais... C'est-à-dire que l'appauvrissement, c'est quand même quelque chose de difficile à faire accepter. Si j'analyse ça froidement, si je regarde ça de l'extérieur, de Mars ou n'importe quoi, leur but, c'est de rattacher les paysans à la glèbe. Le grand rafraîchissement des 4 ou 5 derniers siècles, c'est-à-dire qu'on a pu enfin sortir de l'endroit où on était né. Et puis dès qu'un pays devient un peu riche, il va voir comment vit le pays d'à côté parce qu'il est fasciné. Comment vous voyez ça en Chine, ils sont tous en train de se balader partout en Asie pour savoir comment vivent les autres, parce que c'est passionnant. Ben non, nous, on va nous rattacher à la glèbe, on va nous empêcher de bouger. Regardez la politique de Madame Hidalgo à Paris, on peut plus circuler en voiture. Elle fout des barrages partout. Ils veulent que les gens ne bougent plus. Soit assigné à résidence, comme il l'était il y a 2 siècles. Comme il était il y a 2 siècles. Ce qui a libéré, c'est le capitalisme, c'est le libéralisme, c'est la possibilité de bouger. Et ces gens-là sont fondamentalement contre le mouvement. Et pour aller dans votre sens, alors ça c'est historiquement en tout cas, la première chose que les révolutionnaires en 1789 ont été cassés, avant la Bastille même,
Ils ont été cassées les barrières d'octroi. Mais oui, parce que ça les empêchait de bouger. Voilà, qui étaient les taxes qui empêchaient les plus pauvres de rentrer dans les îles, etc. Oui. Donc c'est le premier réflexe, c'était ça. Le premier, vous savez qu'à voir, ce qui a changé la vie des gens, c'est la voiture, de pouvoir se promener, d'aller à 10 km, 20 km. Moi, quand j'étais enfant, j'allais dans un village entre Sommières et Nîmes. Bah, il y avait des gens, il y avait un village qui s'appelait Congénie, dont ma famille était en partie originaire. Puis il y avait Calvisson qui devait être à 3 ou 4 km. Les gens n'y allaient pas. Ils ne se connaissaient pas. À 3 km, ils ne se connaissaient pas. C'était extraordinaire. Vous imaginez pas la stabilité des populations. Et donc, depuis maintenant, vous allez partout. Dans les Pyrénées, vous avez des vieilles dames de 70 ans qui ne sont jamais sorties, qui prennent l'avion pour aller en Thaïlande, quoi. C'est une espèce de révolution, mais inouïe qui s'est passée, et ça les agace, parce que quand ils vont au Parthénon pour aller visiter le Parthénon, il y a plein de monde. Ils trouvent que ces gens sentent des pieds, qu'ils sont pas propres, qu'ils aimeraient être comme les aristos au XVIIIe, qui étaient les seuls à y aller. On a fait une émission sur l'automobile et son impact sur la société. Ça a été incroyable. Avec un universitaire qui s'appelle Mathieu Flonneau, qui est assez remarquable et qui a travaillé sur ces questions pendant des décennies. Et effectivement, donner la liberté aux gens de pouvoir aller où ils veulent, quand ils veulent, et même sur des centaines de kilomètres, sans dépendre de qui que ce soit, c'est inouï. Ça n'a jamais existé dans l'histoire de l'humanité. Mais non, c'est inouï. Et on est en passe, effectivement, de réduire ça. De réduire ça, mais je crois que quand vous regardez leur philosophie, c'est une philosophie de décroissance, d'appauvrissement, et il n'y en aura pas assez pour tout le monde. Et donc, il faut que les gens qui savent, les sachants, vous savez, les gens importants, soient ceux qui distribuent les tickets de rationnement aux méritants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Malthus a gagné? Dans l'esprit des Européens, oui, mais je peux vous assurer que dès que vous sortez de cette petite cuisine qui se fait à Bruxelles, si vous allez en Inde, si vous allez en Chine, si vous allez en Russie et tout, Malthus, ça ne les intéresse pas du tout. Ce qui s'est pas, oui, c'est d'ailleurs vous le voyez aussi, c'est qu'ils sont en train de se suicider par la démographie. Ce que conseillait Malthus, il disait aux gens, faites pas d'enfants. Mais ça, on va dire, ça concerne, on peut aller sur ce sujet-là, ça concerne, on va dire, les trois quarts de l'humanité, à l'exception de l'Afrique. Oui, mais le déclin démographique, c'est les pays occidentaux, oui, bien sûr, mais c'est également les pays asiatiques, c'est la Chine, c'est le Japon. Oui, c'est le Japon un petit peu, mais ce qui s'est passé, c'est qu'au départ, vous avez la population qui monte parce que les vieux vivent plus longtemps et il y a de plus en plus de jeunes. Et puis on passe à une deuxième période qui est les vieux continuent à vivre de plus en plus longtemps et puis il y a moins de jeunes. Et puis, mais là, aujourd'hui, on n'a plus d'enfants et nos vieux commencent à claquer. Donc, ça veut dire que notre population va s'écrouler à une allure, parce qu'elle va s'écrouler par les deux bouts. Ce qu'on n'avait jamais vu dans l'histoire. De temps en temps, elle s'écroulait par un bout ou par un autre. Mais là, les deux qui se mettent la gueule à la fois, la Corée dans ce cas-là. Donc, il y a des tas de pays où ça se passe comme ça. Et ça, c'est une question très intéressante. Quand on a... Donc extraordinaire. On est en train de perdre l'élan vital, si on veut. Alors on n'est plus du tout dans l'énergie, on va ailleurs, mais c'est... On est en train de perdre l'élan vital, et surtout il y a une erreur, c'est qu'on a pensé que ça a été une révolution extraordinaire quand les femmes ont pu contrôler leur fertilité. Bon, c'était il y a 60 ans à peu près. On a pensé qu'elles voulaient avoir 2 enfants, et on découvre avec stupéfaction qu'elles n'en avaient aucun. On s'y attendait pas, ce coup-là. Oui, alors ça dépend des générations, ça dépend... Mais enfin, dans l'ensemble, il y a 50% des femmes aujourd'hui de plus de 30 ans aux États-Unis qui n'ont pas d'enfants et qui n'en auront jamais. Mais ça ne s'est jamais produit dans l'histoire. 50% des femmes. Donc, si vous voulez, tout ça, c'est lié. Il y a une pulsion de mort. Et vous avez en revanche des femmes d'une quarantaine d'années qui regrettent ou qui essayent d'en avoir ou qui essayent d'adopter ou qui essayent d'en avoir. Toutes. Enfin, la quasi-totalité. Donc, c'est ça. Ce qu'on sous-estime complètement, c'est cette espèce de pulsion de mort qui sous-tend nos sociétés aujourd'hui, que je trouve absolument extraordinaire, parce que je comprends pas très bien pourquoi. Donc on m'explique que la vie est très dure, mais j'en dis arrêtez une seconde, vous savez pas comment vivaient mes grands-parents, mes arrière-grands-parents, eux, vous pouvez dire que la vie était dure. Hein, et aujourd'hui, vous pétez dans la soie toute la journée, vous dites que c'est dur, mais... et puis on parlait de la révolte des paysans. Regardez comment vivent un certain nombre de paysans aujourd'hui. Oui. Ils travaillent 7 jours sur 7 et 12 heures par jour et ils prennent pas de vacances. C'est une réalité. C'est une réalité. Et ils sont pas payés des masses en plus. Hein, ils ne gagnent pas des... Donc, et donc c'est une société qui m'étonne parce que les gens, ils sont tristes. Ça paraît curieux ce que je vous dis. Ça paraît... C'est-à-dire qu'il y a toute une série de choses.
les gens sont tristes, les gens se soignent, ils prennent des antidépresseurs. Moi, je crois qu'on a des enfants qui gueulent pendant la nuit, c'est fou ce que ça empêche d'avoir une dépression, quoi. Oui, parce que vous Si avez vous vous avez d'autres problèmes. priorités. Voilà, Il y a exactement. le petit qui gueule, il faut aller le nourrir, ce Et cordio. puis, vous pensez pas à vous dans ces cas-là, vous pensez à autre chose. C'est ça, parce que vous avez dit, tu avais raison, s'il y a une espèce, je pense qu'à moi, C'est le narcissisme. notre société est arrivée à un narcissisme, et cette décroissance fait partie de ce narcissisme. Parce qu'on est complètement omnubilé par le fait qu'on va mourir. Donc, après tout, après moi le déluge. Ce qui compte, c'est que Oui, après moi le déluge, je pense que c'est la bonne définition. Je pense que après moi le déluge, ou, je ne sais pas, soit une méconnaissance, une incompréhension, une volonté de ne pas regarder les choses en face, mais vous êtes un économiste, oui. Et donc vous connaissez l'importance de l'énergie, oui. Comme moteur de l'économie. Il n'y a pas d'économie sans l'énergie. C'est le sang de l'économie. Ben. Et il n'y a pas de développement, de croissance et de prospérité sans une énergie abondante et abordable. On en parlait il y a 3 minutes déjà. Comment se fait-il que, même si la transition énergétique est nécessaire, et je crois qu'elle est nécessaire, mais elle sera lieu dans ce cas-là. Mais elle ne peut pas se faire si on ne s'arrange pas pour qu'elle se fasse dans des conditions acceptables socialement et économiquement. Ça veut dire en conservant des sources d'énergie abondantes et abordables, oui. Et en acceptant de faire les évolutions que quand elles permettent de préserver cela. Comment se fait-il donc que les fromages blancs, comme vous les avez appelés, ou les petits hommes gris, aient perdu de vue cette importance de l'énergie? C'est parce que c'est ce que dit Raoult, vous savez, le docteur. Oui, le docteur Raoult. Que j'aime bien. Il dit il y a 2 sortes de sociétés qui coexistent toujours dans les amas humains. C'est des sociétés fondées sur la compétence. Mm-hmm. Et j'ai reçu ce matin ce monsieur Furfari, qui est Samuel Furfari, qui est un expert européen de l'énergie. L'énergie, qui est gay comme un pinson. Qui a écrit pour Transition Énergie à plusieurs reprises. Qui est gay comme un pinson, qui était gay comme tout. Et lui, il a commencé dans l'Europe comme une société de compétences. Il disait que dans les années 60, il lançait des projets, c'était excitant comme tout. Tout le monde était en train de développer de nouveaux trucs, on faisait des inventions, etc. Et puis, à côté, il y a les sociétés d'obéissance. Et depuis, la lutte, ça a toujours été entre les sociétés de compétences et les sociétés d'obéissance. Et les sociétés d'obéissance détestent les sociétés de compétences parce que ça les agace. Et en général, ça les dépasse, c'est plus efficace. C'est plus efficace, c'est plus. Et donc, c'est les totalitaires contre la liberté. C'est la liberté contre la contrainte. La liberté contre la contrainte. C'est la liberté contre la contrainte. Et on peut bien le dire, ce qui est, c'est que depuis que les Français sont passés à la Commission, etc., la liberté a disparu de l'Europe. Maintenant, c'est devenu une société de contrainte. Ils nous sortent des réglementations, ils nous sortent des trucs. Et ce pauvre monsieur Furfari, qui est encore une fois génial, hein, eh bien, il s'ennuie. Parce que maintenant, son boulot, à la limite, c'est de sortir des trucs pour empêcher les autres d'inventer. Donc, on est passé d'à comment favoriser l'invention à comment empêcher l'invention. Avouez que c'est curieux. Et me dites pas que c'est pas vrai. Vous savez que c'est vrai dans toutes les activités. Regardez la médecine. La médecine, c'est devenu ça. Regardez le Covid, ça a été incroyable. Regardez la justice. On peut plus rien faire. Regardez l'éducation. Donc, on est passé partout à des sociétés de contraintes anarchiques. Et alors après, il y a une autre... Bon, il y a beaucoup d'incohérences et de contradictions. Il y a une autre contradiction qui est difficile aussi à comprendre, qui est celle concernant la volonté de faire une Europe puissance, que ce que vous venez de nous dire. Et puis par ailleurs, des questions de souveraineté. Comment vous faites une Europe puissance si vous n'avez pas d'une façon ou d'une autre une indépendance énergétique? Quand vous regardez les puissances de ce monde, alors elles sont toutes plus ou moins... Alors les 2 plus grandes, en tout cas en termes énergétiques, parce qu'elles sont autosuffisantes, et sont des grandes puissances par ailleurs industrielles et démographiques, c'est les États-Unis et la Russie. Oui. Donc les États-Unis et la Russie sont, on va dire, totalement indépendants en termes de ressources énergétiques, à quelques nuances près, mais indépendants, et en termes d'ailleurs de ressources alimentaires aussi. La Chine est en partie indépendante, relativement indépendante en termes de ressources énergétiques, grâce au charbon et un peu au nucléaire. Bon, elle n'est pas sur les hydrocarbures, même si elle en produit un peu.
Mais si on Mais regarde les grandes branché sur la puissances, Russie. Hein. oui, elle s'est branchée sur la Russie. C'est branché sur la Russie. Les pipelines qui partent de la Sibérie, c'est pas fait pour. Donc Et en revanche, ceux qui sont le plus dépendants, c'est nous, les Européens. Et d'ailleurs, si on compare le prix de l'énergie chez nous avec celui qu'on trouve en Chine, en Russie ou aux États-Unis, il est bien plus élevé. C'est-à-dire ce qui nous crée par ailleurs d'autres problèmes. Comment se fait-il que si on veut faire une Europe puissance, on ne mesure pas ces questions de souveraineté énergétique ou en tout cas on n'en prenne pas vraiment conscience, ou en tout cas on ne fasse pas ce qu'il faut pour essayer d'assurer un minimum de souveraineté énergétique. Par exemple, on sait que du gaz, il y en a un peu partout en Europe si on veut aller le chercher. Sauf qu'on ne veut pas aller le chercher. Mais le gaz de schiste, là, peut-être on pourrait le trouver. Il y en a peut-être partout, pareil qu'en France, il y a du gaz de schiste partout. Alors, ce que vous disent les experts, mais entre guillemets, ils n'ont pas le droit de le dire, c'est qu'il y en a plein. Voilà. C'est que dans le bassin parisien, si on voulait, plutôt que d'importer le gaz de schiste américain, on pourrait en produire. Il y en a au Royaume-Uni. D'ailleurs, le gouvernement britannique a autorisé la recherche. On sait qu'il y en a aussi en Allemagne. Mais en Allemagne, c'est comme en France, ils ont pas le droit de le chercher. Donc c'est un exemple. Mais alors pourquoi alors expliquez-moi pourquoi on arrête le nucléaire aussi dans un certain nombre de pays, alors que c'est une manière d'assurer la souveraineté, parce que l'approvisionnement en uranium n'est pas politiquement un problème. Et puis en plus, maintenant, on peut aller chercher les déchets et refaire des trucs avec. Donc, et voilà, ça c'est les réacteurs de 4e génération qu'on a abandonnés en France. Sous Jospin. Donc la question. Et même Macron. Et même Macron. Oui, M. Macron, il a tout abandonné, puis ensuite il a repris, puis il a réabandonné, parce qu'il a une pensée complexe. C'est ce qu'il dit. Donc ces questions de souveraineté et ces questions de prix de l'énergie, j'en reviens toujours, je suis désolé de vous poser toujours la même question. Pourquoi elles ne sont pas prises en compte? Parce que la souveraineté ne peut appartenir qu'à une nation. Vous ne pouvez pas avoir de souveraineté européenne. Ce que disait Jean-Paul II, qui était un être tout à fait éminent, il disait « Une démocratie ne peut exister que dans une nation ». Pourquoi? Parce que la nation, c'est la volonté de vivre ensemble. Je crois que c'est la définition française de la nation qui me semble la bonne. Et donc, vous vous battez au moment de l'élection, et donc quand vous perdez, vous acceptez votre défaite. Mais imaginez qu'on ait des élections en Europe, que le monde allemand, qui est plus nombreux que les autres, fasse une espèce de bloc et nous donne des ordres. Ben, moi, dans ma famille, ça fait longtemps qu'on n'accepte pas les ordres des Allemands. Quoi. Dans la mienne non plus, mais c'est une autre histoire. Oui, non, mais c'est pas une autre histoire, c'est central. La souveraineté, ça implique des sacrifices pour garder la souveraineté, et ils ne peuvent pas infliger des sacrifices à l'Europe, parce que l'Europe n'existe pas. Donc, si vous voulez, De Gaulle, il a demandé, et de Giscard et Pompidou, ils ont fait demander des sacrifices à la nation française pour faire le programme nucléaire, qu'on a fait avec bonheur, on était tous d'accord. Oui, très efficace. Très efficace, parce que c'est un sacrifice dont vous savez qu'il ira à vos enfants. C'est eux qui en seront les bénéficiaires. Tandis qu'aujourd'hui, tous les sacrifices qu'ont fait les enfants, d'après ce que j'ai compris maintenant, l'électricité, comme on en produit trop, nos centrales nucléaires sont mises en marche, on est en train d'exporter de l'électricité en Allemagne à zéro, et par contre, le boulanger du coin, lui, continue à payer, je ne sais pas combien, 65. Alors, c'est arrivé effectivement que quand on avait trop de production, on ne savait pas quoi en faire. Effectivement, le prix n'existait plus sur le marché de manière ponctuelle, spot, vous avez raison. Ça s'est passé au mois de mars. Ça s'est passé au mois de mars. Donc, je regarde ça et je me dis, il ne peut pas, je vais peut-être dire, il ne peut pas y avoir de politique énergétique au niveau de l'Europe. C'est ce que vous avez dit tout à l'heure. Chaque nation a des contraintes différentes et ça devrait être aux polices de ces nations, pas la police, aux polices, on peut dire le système politique, de traiter le problème. Par exemple, moi, il me semble que l'Italie aurait eu tout intérêt à se mettre d'accord avec Kadhafi s'il existait encore, parce que c'est ce qu'il essayait de faire d'ailleurs. Mais oui, pour avoir du gaz, absolument. Pour avoir du gaz, il n'y a pas beaucoup de chemin entre la Libye et là. Et s'ils avaient fait ça, ben, ils n'auraient peut-être pas tous les Libyens chez eux, quoi. Ils pourraient les garder là-bas. Donc, si vous voulez, il me semble qu'on a voulu faire, encore une fois, un truc qui marche pour tout le monde, quoi. C'est comme si vous mettiez le même costume à tout le monde. Vous savez, il y en a qui ont la veste ici, l'autre qui l'ont là. Ça marche pas, quoi. Encore une fois, c'est mais respecter les diversités, respecter les singularités, respecter, et vous n'allez pas passer un ordre. J'ai vu qu'aujourd'hui, par exemple, c'est l'Europe qui détermine si on va faire un pont sur la rivière à Valence, ou je sais pas où, en Espagne. Et donc tout le monde est en train de faire du lobby à Bruxelles pour avoir un pont et normalement, ça devrait être décidé par le Conseil général, le pont. Ça ne devrait pas être décidé par Bruxelles. Donc, ils ont pris le financement, ils ont pris le contrôle, et ils sont à table
de crétinerie avancée, quoi. Et alors, pour autant, je pose toujours la question à l'économiste, les économies d'échelle, ça existe. Oui. C'est-à-dire que le fait que sur des marchés plus importants, on arrive à obtenir des effets de taille sur les productions, sur la consommation, sur les prix, etc. C'est une réalité. Mais il y a aussi des effets d'excédent de taille. Alors, il y a des effets d'excédent de taille, mais... C'est beaucoup plus courant qu'on ne le pense. Mais quand l'Europe est... Enfin, en tout cas, les nations européennes sont en concurrence avec avec un certain nombre de nations asiatiques, on parle de la Chine, évidemment, ou de l'Inde même, ou avec les États-Unis. L'Inde vient fièrement annoncé qu'ils avaient brûlé 1 milliard de tonnes de charbon cette année. Mais oui. Il y a Modi qui a fait un très beau email en disant « Ouais, on a passé 1 milliard de tonnes, youpi !» Là, c'est l'espèce de contradiction aussi et de différence européenne. C'est-à-dire que la Chine et l'Inde continuent à développer leurs centrales au charbon, continuent à en construire, continuent à consommer de plus en plus de charbon. On a battu des records l'an dernier, qui est quand même le gaz qui émet le plus... qui est quand même, l'énergie qui émet le plus de gaz à effet de serre. Ils sont beaucoup plus propres maintenant, les charbons, d'après ce qu'on m'a dit. Les nouvelles centrales qu'on fait sont... Oui, alors ils en captent, mais bon, ça reste quand même assez problématique de ce côté-là. Ça veut dire que ça donne un peu le sentiment qu'on est presque les seuls à vouloir être vertueux, ce qui nous crée plus de problèmes qu'il en résout. C'est pas comme ça qu'on était très nombreux autrefois au 19e, comme on était les plus vertueux, on avait le droit d'aller les coloniser. C'est pas une simple, c'est pas un petit problème qu'on a dans les pays chez nos élites, pensent que... On est toujours meilleur et on doit toujours donner l'exemple. Mais s'il faut, d'ailleurs, il faut l'imposer. Dans le temps, on n'avait pas autant de scrupules, on leur tapait dessus pour leur faire comprendre les bienfaits de la démocratie. Mais aujourd'hui, on n'en est pas loin. Bien fait la démocratie pour nous, oui. Aujourd'hui, on n'en est pas loin. On tape sur les populations locales qui ne voient pas le bonheur de mourir de faim, les pieds dans la neige et de nez froid, quoi. Je crois, si vous voulez, qu'on a des gens au pouvoir qui sont d'une nature profondément païenne et religieuse. Ils sont pessimistes, c'est-à-dire qu'ils sont païens, il n'y en a pas assez pour tout le monde. La première phrase de la Bible, c'est quand même de dire « croissez et multipliez », quoi. Donc la base de la chrétienté, c'est de dire « il y a toujours la solution si on pense. Si on se met à penser, on va peut-être trouver la solution ». Tandis qu'ils ne croient plus à la puissance intellectuelle, ils croient qu'il n'y en a pas assez pour tout le monde. En général, ils ont fait des licences de sociologie, donc ils ne comprennent pas comment ça marche. Et donc, on est gouverné par des crétins pessimistes. C'est pas très optimiste tout ça. Mais si, on peut les voter, on peut les virer. On va pouvoir les virer dans 2 mois. Arrêtez, il faut voter là. Il faut que tout le monde aille voter. Oui, sauf que vous avez quand même dit le contraire, c'est-à-dire que le Parlement il sert à rien, mais il pourra bloquer le système. De la Commission. Mais il pourra bloquer le système. Je ne demande pas ce que le système s'améliore, il est inaméliorable. Je veux qu'il arrête de fonctionner. Oui, qu'il n'y ait plus de réglementation, que plus rien ne puisse sortir, quoi, voilà. Et qu'on se dise à un moment, mais pourquoi ils sont tous là-bas? Vous êtes pour des collaborations ponctuelles entre les pays européens? Je suis pour que chacun y ait... Moi, je suis toujours pour les collaborations. Je suis toujours pour le désordre créatif. Moi, je trouve que plus il y a de gens qui font des conneries, mieux ça marche. On devrait être servi, là, pour l'instant. Non, parce qu'ils vous empêchent. En fait, si vous voulez, on a une espèce d'ordre glacé qui précède la mort. On ne peut plus bouger. Vous savez, c'est comme un gaz, quand vous le chauffez, plus vous chauffez, plus il se met à bouger. Et nous, on fait baisser la température, et dans le fond, plus personne ne bouge, plus rien ne se passe. Et puis vous attendez paisiblement la mort. C'est-à-dire qu'on est quoi? On est l'Empire romain Non, l'Empire romain, c'était assez gai à la fin. Il y avait des fêtes. Il y avait des fêtes, etc. Ils se marraient. Non, c'est... Vous savez, il y a des ordres... Comment ça s'appelle, ces espèces des ordres militaristes? D'un seul coup, tous les types se suicident parce que... Ah oui. On est dans une logique millénariste. On est dans une logique millénariste et la seule solution... Donc la collapsologie a gagné, en quelque sorte. On va s'effondrer et on y croit. Et vous voyez ça dans la politique énergétique, vous voyez ça dans le fait que les jeunes générations veulent plus d'enfants, ce genre de choses-là. Oui, je le vois partout, c'est-à-dire on veut, mais laissez-nous mourir tranquille. Pour moi, c'est très extraordinaire parce que... C'est-à-dire que l'Europe est en train de finir son suicide, qu'elle a fait lors de 2 guerres mondiales. Oui, ce sera le 3e, mais ce coup-ci, elle l'a réussi. Cette espèce de... Je ne sais plus, c'est Rémi Braque qui disait que
le catholicisme était la religion de la fin des temps parce qu'elle amenait automatiquement, puisque vous êtes libre de ne plus penser, et quand vous êtes libre de ne plus penser, vous êtes libre de vous suicider. Voilà. Et ça se passe au niveau de chaque individu. C'est-à-dire que chaque individu aujourd'hui est convaincu. Essayer de dire à une jeune femme qu'elle devrait avoir des enfants, si vous voulez, c'est lui dire un gros mot, quoi. Mais enfin, vous vous rendez pas compte, c'est épouvantable, regardez la façon, le monde est abominable. Je lui dis, allez vous balader, je sais pas, sur une plage dans les Landes en hiver, il est pas si mal que ça. Il est Non, plutôt beau. puis si je peux me Et la permettre, France est vide. c'est aussi une méconnaissance historique. Oui. Si vous parliez de la façon dont vivaient vos grands-parents et vos arrière-grands-parents, vous regardez même ce qu'était le monde il y a encore 50 ans, on risquait de se prendre des bombes atomiques et il y a à plusieurs reprises, ça a failli être le cas. Le niveau de vie n'était pas le même, Et puis les fermes dans le Gers, l'accès à la connaissance n'était pas le même. Il y a quand même tout un tas de raisons de se réjouir. Dans les fermes dans le Gers, il y a 60 ans, 70 ans, quand j'étais en Gascogne, là, ben, il n'y avait pas l'eau courante, il n'y avait pas l'électricité, il n'y avait pas de toilette, c'était de la terre battue par terre. Et je vous assure que c'était pas gai, hein, c'était pas... Mais ils pétaient la forme. Alors, j'ai un petit truc dans un village à 200 km d'ici. Ils ont eu l'eau courante en 1968. Ça n'a rien à voir avec le mouvement de 68, mais ils ont eu l'eau courante en 68. Avant, il n'y avait pas l'eau courante. Voilà, alors, dès qu'on leur donne de l'eau, ils se révoltent. Ah. Oui, c'est terrible. Donc en fait, oui, on est des enfants gâtés narcissiques. En fait, et on a des dirigeants qui sont à notre image. Si on a des images qui... Vous avez lu un livre tout à fait étonnant qui s'appelle Le Seigneur des Anneaux? Oui, et Lord of the Rings, bien sûr. Lord of the Rings, vous l'avez voilà, lu. Tolkien. Tolkien, je l'ai, voilà. Ben, vous savez, il y a le roi... Je l'ai dévoré quand j'avais 16 ans, j'ai pas arrêté de le lire pour arriver jusqu'au bout. Oui, moi aussi, pareil. Et j'ai dû le relire 3 ou 4 fois aussi, d'ailleurs, parce qu'il bien avait sûr. raté des trucs. Eh ben, il y a le roi des Rohan à un moment. Vous savez qu'il y a Oui. un type à côté de lui qui lui murmure des choses, c'est Worms, celui, le vert. Là, Exactement. Qui lui murmure des et choses. Saruman a pris le contrôle de lui, et c'est devenu un cadavre ambulant. C'est devenu un cadavre ambulant, et l'autre, il arrête pas de lui dire, tu es vieux, tu es fatigué, surtout tu bouges pas, reste tranquille. Ce qu'il faut, c'est que... Et puis, il y a Gandalf qui arrive, qui le libère, et il remonte à la tête de ses troupes, et il va se faire tuer dans la bataille décisive. Bon, ben, c'est une merveille, ce truc. Ben, les classes dirigeantes, c'est Worms qui n'arrête pas de nous susurrer dans l'oreille. Mais ça va, mais on va te protéger, t'inquiète pas, mon gras, mais surtout ne bouge pas, fais pas de bruit. Et moi, ce qui me sidère quand je parle à tous les gens à qui je parle aujourd'hui en France et tout, ils ont peur. C'est une société aujourd'hui en France qui est régie par la peur. Mais de quoi? De quoi avez-vous peur? Exactement. Mais de quoi avez-vous peur? Et puis en plus, la peur n'évite pas le danger, si vous voulez. Admettons qu'il y ait des dangers. Je suis d'accord avec vous. C'est moi ce que je dis aux gens, c'est mais pourquoi avez-vous peur? De quoi avez-vous peur? Ils me disent t'es bien courageux. Je leur dis mais arrêtez. C'était Jean-Paul II qui disait n'ayez pas peur, non? N'ayez pas peur. Ben c'est 365 fois dans la Bible. N'ayez pas peur. Une fois par jour. C'est étonnant. N'ayez pas peur. C'est quand même la base de tout, quoi. Une éducation, c'est apprendre aux enfants de ne pas avoir peur de dire non. Si vous avez réussi ça, vous avez réussi. Et donc, pourquoi les gens ont peur? Alors j'aime bien aussi une citation de Hannah Arendt sur l'éducation, c'est la première mission de l'école, c'est d'apprendre aux enfants que le monde est plus vieux qu'eux. Pas fou. Et voilà, ça me paraît pas absurde. Et j'ai l'impression que l'école est en train de louper ça là, maintenant, oui. Puisque justement la peur, le fait de pas connaître le passé ou de pas mesurer le fait qu'on n'est pas dans un monde si horrible que ça, et que le fait qu'on a des défis à relever, même si on a des défis énergétiques et autres à relever, on peut les relever. Il n'y a pas de raison. Pas de raison. On a les solutions. Mais je crois que la peur, c'est l'instrument, dans le fond, de domination. Si vous réussissez à instiller la peur dans les populations, elles ne vont pas se révolter. On a vu ça lors du Covid. C'était en grandeur réelle ce que pouvait faire la peur pour prendre le contrôle des gens. Ouais. Mais en même temps, on s'est fait avoir avec le Covid parce qu'on n'a pas eu le temps. Moi, au début, je me suis dit, bon, bah, je vais me faire vacciner parce que je veux pas... Je veux pas aller voir ma grand-mère et que je la tue, quoi. La pauvre, elle est morte depuis longtemps. Puis moi, j'avais 80 balais. Donc, on m'a dit, c'est les vieux qui doivent se faire vacciner. Je dis, bon, ça me concerne pas, mais enfin, peut-être les vieux. Vous voyez ce que je veux dire? Mais donc, on s'est fait avoir. Mais ça continue. Ils continuent à essayer de nous créer des peurs. Maintenant, la guerre ici, la guerre là-bas, le truc, le machin. Ils vont envoyer des troupes... On va envoyer la Légion se faire tuer en Russie, mais attendez, on a 19 000 hommes, il faut les garder au chaud, parce qu'on n'en a pas tant que ça. En 2 semaines, c'est liquidé, 19 000 hommes en Russie. Hein.
Et alors, juste peut-être, on peut finir là-dessus, on va revenir à la France. Ce qui me frappe aussi, on n'est plus sur l'Europe, mais on reste sur l'énergie. Ce qui me frappe aussi, c'est que on a beaucoup de mal à mettre les choses en place, à mettre les choses en ordre, Voilà. à faire ce qu'on dit. Dans le nucléaire, c'est un bon exemple. Donc, il y a eu, vous avez expliqué, beaucoup de tergiversations et de retournements. Puis finalement, Emmanuel Macron s'est rendu compte au début de l'année 2022 que le nucléaire, après l'avoir dégommé pendant 10 ans, c'était quelque chose qui pouvait être assez utile. Donc, il a annoncé un grand programme de construction de centrales, on doit construire des réacteurs, etc., renouveler les anciens et autres. Ce qui, sur le principe, me semble plutôt raisonnable. Après, ça se discute, mais me semble plutôt raisonnable. Sauf que ça fait plus de 2 ans et qu'il ne s'est encore rien passé. C'est-à-dire, ça fait partie du carquois de ces gens-là, si j'ose dire, des flèches qu'ils ont, c'est qu'ils pensent que la parole remplace l'action. C'est-à-dire que les effets d'annonce, la communication, c'est dans le fond comme s'ils avaient fait. Mais ça remplace pas l'action. Alors, on n'est même plus dans le déni de la réalité, là. On est dans une réalité parallèle. On est dans une réalité parallèle et où ce qu'il faut, c'est avoir dit les choses au moment où il fallait les dire. Parce il va nous dire, regardez par exemple ce que le président de la République est en train de dire à Le Maire. Mais ça fait 7 ans que vous êtes là. Sur les déficits publics. Sur les déficits publics. Mais bougez pas, le président aussi, ça fait 7 ans qu'il est là. Si j'ose dire, c'est quand même, il faut être gonflé pour dire ça. C'est lui le premier responsable. S'il n'était pas content de Le Maire qui a rien foutu ou qui comprend rien, ben, il fallait le virer. C'est lui le Mozart de la finance, c'était pas Le Maire. Hein. Donc, si vous voulez, vous avez donc, il se pose oui, maintenant. Mais alors ça, c'est l'irresponsabilité. C'est refus, c'est-à-dire que ces gars-là, c'est ce qui me surprend le plus chez toute cette classe dirigeante, c'est qu'ils veulent diriger, mais ils veulent pas la responsabilité qui va avec la prise de décision. Ils veulent la responsabilité, ils veulent l'apparat du pouvoir, mais sans la responsabilité qui va avec. Et ça, alors, est-ce que c'est l'apparat du pouvoir ou c'est l'apparence du pouvoir? Ils veulent les deux, parce qu'ils aiment bien vivre confortablement, vous savez, c'est avoir des avions. C'est humain. C'est humain, on est tous pareils. Et donc, moi, ce qui me sidère, c'est le pouvoir, c'est quelque chose, si on se trompe, on est foudroyé. Mais ils veulent le pouvoir sans le foudroiement. Parce que quand on parle de l'apparence du pouvoir, on peut peut-être terminer là-dessus. Ça veut dire qu'on peut même faire un parallèle entre ce qu'on vient de dire sur le nucléaire, c'est-à-dire on décide de relancer un grand programme, plus de 2 ans après, il ne s'est toujours rien passé. L'Europe fixe des objectifs de plus en plus durs en matière de réduction des émissions, en matière pour imposer les voitures électriques. Sans avoir demandé leur avis au peuple. D'abord, sans avoir demandé leur avis au peuple. Et de toute manière, on sait que la plupart des objectifs, on n'arrivera jamais à les atteindre. Donc, c'est aussi une forme d'impuissance. Oui, ben, quand ils vous disent, par exemple, qu'il faut faire 50% ou 30% ou 40% de machins renouvelables, là, ça fait, on a dépensé 1000 milliards, je crois, et on est toujours à 3%. De trucs effectifs, quoi. En 80%, c'est toujours du fossile. Puis, vous avez un petit peu... Ça, c'est à l'échelle mondiale. Oui. À l'échelle mondiale, l'énergie fossile, on est à plus de 80%. Oui. On est resté à... Ça fait mais parce qu'il y a les 3 quarts de l'humanité qui n'en ont rien à faire de ce qu'on fait nous. Enfin, si, lors des COP, ils prennent tout un tas d'engagements, mais pas cher, ça. La prospérité... mais vous avez remarqué, la Chine a pris des engagements pour dans 25 ans. 2060. Entre maintenant et ce qui se passe là, ils ont fait un peu... Et puis Xi Jinping ne sera plus là. Et puis surtout... quand la population a diminué une moitié, on fera peut-être un peu moins d'énergie, quoi. Non, mais on est atteint d'une dépression nerveuse collective. C'est tout à fait évident. Et là où c'est comme toujours le plus grave, c'est en Allemagne, qu'il y a tellement de choses à se faire pardonner que chaque fois qu'il faut faire une connerie, ils se précipitent en disant... En matière d'énergie, ils sont assez impressionnants parce qu'ils ont une stratégie énergétique qui est suicidaire, qui est catastrophique. Et ils emmènent les autres au suicide. C'est-à-dire qu'ils ont imposé ça via Bruxelles. Via Bruxelles, ils ont imposé leur stratégie qui ne fonctionne pas. C'est ce qu'ils avaient essayé de faire en 40, puis en 14, puis en 1870. Les Allemands... ça a été le boulet de l'Europe. Hein. Bon, alors donc il faut qu'il y ait un Gandalf. Il faut qu'on trouve un Gandalf qui arrive et qui nous. Et ça ne peut être. Il faut une espèce d'exorciste qui nous fasse sortir de cet état. Quelque part, il existe déjà, si vous voulez, en Hongrie, il y a Orban qui se fait pas raconter d'histoire. Vous avez les Polonais qui, bien que j'ai pas une passion pour celui qui est là, mais en tout cas, il a l'air de respecter encore à peu près des trucs comme ça.
Vous avez des pays où je crois que les Gandalf, ils ne peuvent être que nationaux. C'est-à-dire, c'est curieux, mais l'Europe n'est riche que de la diversité des différentes nations qui la composent. Essayer de faire une salade d'Europe, ça ressemble à comment on appelait ça là, les salades, on mettait tout et ça n'avait aucun goût. Macédoine? La Macédoine, on mettait tout et ça n'avait aucun goût. Ça avait le goût de la mayonnaise, ça n'avait aucun intérêt. L'Europe, c'est devenu le contraire de ce que ça aurait dû être, à la place d'être une espèce d'appel à la diversité et que chacun s'enrichisse de l'autre. Eh ben, on a fait une espèce de truc où on met tout le monde dans le même carcan. Et d'abord, ils sont laids tous. Moi, je supporte pas les gens qui sont laids. Ça m'énerve. Bon, on va finir sur cette conclusion qui nous emmène très loin. Non, mais vous trouvez pas? Je me dis, ils nous emmerdent parce qu'ils sont laids. Aurait-il été beau, il nous foutrait la paix. En tout cas, vous disiez qu'on était triste, et ben moi je trouve qu'on finit sur une jolie plaisanterie. Je vous remercie beaucoup, Charles. Je vous en prie. Je vous remercie.